Le sang coulait sur le sol de la chapelle et sa voix n'était plus une voix. Il s'étouffait, gargouillait, grognait. Les corps des courtisans se tournaient pudiquement vers le mur. Elle criait, mais seul un râle rauque s'échappait de sa gorge. Sous son menton, il y avait un vide béant, noir, irrégulier, rongé. Le prêtre avait perdu l'usage de la parole, et la reine continuait à se mordre la langue. Selon les rapports du médecin personnel Jacques Dorcel, conservés dans les archives de l'hôpital royal Sainte-Agathe, au 16e jour de l'apparition de l'inflammation gangreneuse de la mâchoire inférieure, la malade a perdu la capacité de prononcer des mots, de s'alimenter et de distinguer les visages. Une phase d'auto-agression agressive a commencé. Elle a essayé de s'enfoncer les dents dans le menton, s'est arraché la peau du cou avec les ongles, puis a commencé à mâcher sa langue. Le texte est accompagné de la mention « Ne pas publier du vivant de son Altesse », à détruire après confirmation du décès. La maladie elle-même a commencé de manière imperceptible. Au printemps 1482, la reine Françoise de Valois a disparu de la scène publique. Elle avait 58 ans. Les chroniques de l'époque mentionnent son aspect dense et pâle, ses mains tremblantes et ses gonflements au niveau des oreilles et de la gorge, attribuant tout cela à un rhume. Seuls ses proches savaient, la pourriture avait commencé sous sa peau. D'abord, elle ressentait une douleur en mâchant, puis une odeur nauséabonde se dégageait de sa bouche. Lorsque la tumeur au niveau de la mâchoire inférieure s'ouvrit d'elle-même et laissa échapper un flot de pus mêlé à des fragments d'os, les médecins posèrent leur diagnostic. Atteinte osseuse syphilitique compliquée par un abcès interne et une infection provenant de dents détruites. Le chirurgien de la cour, André Pitot, a pratiqué 2 saignées. Il a ouvert les veines de l'avant-bras et prélevé jusqu'à 700 grammes de sang. La température n'a pas baissé. On a alors appliqué des pommades à base de graisse de chèvre, de vipérine et de sporobore. Mais au lieu d'un soulagement, des tremblements ont commencé. Les doigts de la reine s'engourdissaient, ses pupilles ne réagissaient plus à la lumière et elle perdait brièvement connaissance. Elle refusait qu'on lui mette des bandages, arrachait les pansements et marmonnait qu'il fallait brûler la pourriture. Au début du mois de mai, toute la cour royale savait déjà que son Altesse était mourante. Mais la maladie n'était pas reconnue publiquement. Dans les documents, elle était mentionnée comme indisposition. Les ambassadeurs de Naples et d'Arras, venus pour les négociations, n'étaient admis qu'auprès du roi et de ses conseillers. Seule sa sœur Louise, 3 religieuses et 2 gardes pouvaient s'approcher des appartements de Françoise. Les médecins se relayaient tous les 3 jours, incapables de supporter l'odeur et les nuits blanches. La chambre de Françoise devint un foyer de superstition. Il y a là une odeur inhumaine, écrivait dans une lettre adressée à la cour le frère du pharmacien de la cour. Les serviteurs refusaient de sortir les pots de chambre pendant la nuit, jusqu'à ce qu'on leur promette le double de leur salaire et la communion. Une couche de mucus apparut sur les murs. Les rideaux de la chambre étaient constamment humides. Dans l'un des rapports d'un garde de service, on peut lire « La nuit, elle marmonne en chantant. Les mots sont étranges. Ils ne ressemblent pas au français. Les symptômes s'aggravaient. L'inflammation s'est transformée en nécrose. La mâchoire inférieure, privée d'apport sanguin, a commencé à se détériorer. Ses dents tombèrent les unes après les autres. Puis,
une partie de l'os sous le menton se détacha. Les médecins tentèrent d'arrêter la putréfaction. Ils brûlèrent une partie des tissus avec un fer rouge, puis appliquèrent des cataplasmes à base de vinaigre et de vin de messe. Cela aida pendant 2 jours. Puis, une deuxième vague de douleur commença. Une note de la religieuse Guillemette, qui s'occupait de la reine, dit « Quand les bandages ont été retirés, j'ai vu une bouche, une cavité, mais pas un visage entier, comme si la mâchoire inférieure était vide. Il n'en restait qu'un trou, et quelque chose bougeait à l'intérieur. J'ai pensé que c'était des vers, mais c'était sa langue. Elle essayait de parler, et sa langue se tordait, mais aucun mot ne sortait. Plus tard, on a découvert que la reine avait commencé à la ronger de l'intérieur pendant la nuit, pour ne pas entendre les voix. À la même époque, les intrigues à la cour s'intensifiaient. Le prince Jean, fils aîné de Françoise, exigeait que tous les pouvoirs lui soient immédiatement transférés. Son adversaire, le frère du roi Charles, affirmait que la maladie de la reine était une punition pour ses liens avec les hérétiques. Sur sa dénonciation, 2 anciens médecins et une des religieuses furent arrêtés. Tous 3 disparurent dans les cachots de la prison de Toulouse. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'un d'eux était un castrat envoyé par les protestants et aurait secrètement enduit les joues de la reine d'un poison. Aucune trace ne fut trouvée. Le jour où le visage de Françoise se décomposa définitivement est consigné dans le rapport du chapelain de Ramone. Le lendemain, on retira les bandages de Sa Majesté. La peau sous le menton se détacha en lambeaux, laissant apparaître la muqueuse. La lèvre inférieure avait disparu. Les restes de la langue étaient gris et pourris. Elle nous regardait avec supplication, mais ne pouvait pas pleurer. Ses yeux étaient secs. Ses pupilles ne bougeaient pas. Les conseillers de la cour exigèrent que l'état de la reine soit caché au peuple. Elle fut placée en isolement total. Toute visite était interdite. Les médecins reçurent l'ordre de rendre compte uniquement par écrit, par l'intermédiaire des messagers du château. Le roi ne s'approchait pas des appartements de son épouse. Dans les couloirs, on murmurait que son corps était déjà mort, mais que sa volonté était forte et ne laissait pas son âme partir. Dans la seconde moitié du mois de mai, les crises ont commencé. Gémissements incontrôlables, coups de tête contre le mur, saignements de nez et des oreilles. Il a fallu lui attacher les mains. Son corps maigrit rapidement. Les descriptions de l'état de sa peau témoignent. Pâle et grise, couverte de cloques, collée en plis, s'écaillant au moindre contact. Le mot « malédiction » fut prononcé pour la première fois. C'est alors, au début du mois de juin, que Françoise a tenté d'arracher ce qui restait de sa langue. Sous l'effet de l'opium, elle est tombée dans un état second, s'est réveillée en délirant et a commencé à se griffer le visage. Lorsqu'on l'a retrouvée, son lit était imprégné de sang. On apporta 2 bassines remplies de tissus et de dents. Sa bouche était rongée jusqu'à l'os. Une religieuse perdit connaissance en essayant de lui donner de l'eau. Au début de la 2e semaine de juin, la garde fut doublée. Non seulement les étrangers, mais aussi une partie du personnel médical ont été mis sous surveillance. La rumeur selon laquelle la reine de Valois n'était plus humaine s'est répandue hors du château. Au marché de la rue Saint-Martin, on disait qu'elle était déjà morte, mais que son corps ne se décomposait pas et continuait de bouger. Les vieilles marchandes chuchotaient qu'une sorcière était enfermée dans les caves du palais à la place de la souveraine
et que, la nuit, on entendait des battements d'ailes comme ceux de chauves-souris géantes. Les rapports officiels se faisaient de plus en plus rares. Le rapport médical du 12 juin indiquait: la température corporelle dépasse 40 degrés, odeur putride et métallique, absence de sel depuis 8 jours. Les yeux sont ouverts, mais aveugles. Impossible de tourner la tête, les muscles du cou sont paralysés. La dernière remarque indique: des zones de nécrose apparaissent sur le visage. La masse musculaire de la joue droite a disparu. On voit les dents qui ne tiennent plus. Lors d'une réunion du Conseil secret qui s'est tenue à huis clos, la question de la déclaration de mort légale de la reine a été soulevée. Le prince Jean exigeait que l'héritage soit immédiatement confirmé et que l'accès au trésor secret soit autorisé. Le roi, épuisé et lui-même souffrant de maladie, hésitait. Son frère Charles proposa une solution. Si le corps ne peut plus régner, c'est que l'âme l'a déjà quitté. Il invoqua le précédent de la princesse folle de Lorraine, destituée du pouvoir en raison de la putréfaction continue de son corps et de la perte de raison. Entre-temps, selon les témoignages des rares personnes autorisées à entrer dans ses appartements, Françoise avait perdu la capacité de réagir à la parole. Elle émettait des sons courts et graves, semblables à des croassements. Elle sursautait parfois à la mention du mot « péché ». Mais elle ne clignait pas des yeux. Son visage était une cavité sanglante et seule sa mâchoire supérieure, avec les dents qui lui restaient, lui donnait encore un semblant d'humanité. Son cou était gonflé, sa peau ressemblait à du parchemin. Elle était glacée au toucher. Le 2 juin, sur l'insistance du clergé, un rituel de purification pénitentielle fut célébré. Le prêtre Gilles de Gravier, qui entra dans la chambre, n'y resta pas plus de 3 minutes. Dans son rapport, il écrivit: « Je me suis approché. Elle bougeait, elle n'a rien dit. Son visage n'était plus un visage. J'ai murmuré des mots de pardon. Un son s'échappa de sa bouche. Il me sembla que c'était « non ». Je m'enfuis. Plus tard, il refusa de donner la communion à la malade. Il accusa la cour de dissimuler une possession démoniaque. 2 jours plus tard, on le retrouva mort dans la rivière. La version officielle: il se serait noyé. Les documents furent détruits dans l'incendie des archives de Troyes au siècle suivant. Le 3e jour après le rituel, Françoise a commencé à avoir des convulsions. Son corps se cambrait, ses doigts se recroquevillaient convulsivement vers l'intérieur. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Les religieuses l'ont attachée au lit avec des sangles en cuir. Sa cage thoracique se soulevait et s'affaissait par saccades. Une petite osseuse s'est détachée du palais supérieur, vestige d'une cloison depuis longtemps pourrie. Le sang remplissait sa bouche et coulait sur ses joues comme la cire d'une bougie craquelée. Le rapport médical du 5 juin indique: les tissus du visage sont complètement détruits. La fonction masticatoire est inexistante, salivation constante avec odeur putride. La température se maintient à 42 degrés C. Une nécrose des tissus mous a commencé au niveau du cou et des épaules. Le pronostic est un état agonique. Vers minuit, le même jour, la reine a fait une dernière tentative consciente pour parler. Témoignage de la religieuse Janet: « J'ai entendu « Cendre, je », puis un râle. Elle a inspiré, mais n'a pas respiré. J'ai pensé que c'était fini, mais son cœur battait encore. Puis, elle a ouvert la bouche, brusquement. Et de là, comme une explosion, un morceau de chair a jailli, comme s'il venait du fond de la bouche. J'ai fermé les yeux.
Dans l'agonie, la panique s'est emparée de la cour. Les ambassadeurs d'Espagne ont quitté le château le lendemain matin. La duchesse d'Anjou dissolut sa cour et emporta ses bijoux. Dans les cercles monastiques, la rumeur courait que le corps de la reine n'était plus capable de mourir de manière normale, mais qu'il pourrirait éternellement jusqu'à ce qu'il soit excommunié. L'un des évêques qualifia cela de « plaie vivante sur le visage de la France ». Le roi fut contraint d'ordonner le silence total. Les courtisans soupçonnés de répandre des rumeurs furent enfermés dans les cachots du Louvre. 5 personnes disparurent sans laisser de traces. Le cadavre de l'un d'entre eux, le valet de chambre Laurent, fut retrouvé plus tard près de la cuisine, avec une croix brûlée dans le dos. Le 6e jour de juin, alors qu'on tentait de relever la reine, son corps commença à se désagréger. La peau se déchira sous les aisselles, laissant apparaître un liquide sombre. Il y avait peu de sang, seulement un plasma épais. La bosse à l'arrière de la tête éclata et un jet de pus coula le long des cheveux. Les tissus se détachaient comme du papier brûlé. L'un des médecins, après l'intervention, se suicida en laissant une note dans laquelle il demandait d'oublier l'horreur charnelle. Le 11 juin, la décision fut prise. Si la reine ne mourait pas avant le lever du soleil, on lui administrerait un poison afin d'éviter qu'elle ne perde définitivement son apparence humaine. Mais son cœur ne résista pas jusqu'à l'aube. À 3h43, la religieuse Janet remarqua qu'elle avait cessé de respirer. Elle n'avait plus de pouls. La température corporelle chuta. La mort survint. Une mort que tous attendaient, mais que personne n'osait prononcer à haute voix. Le silence régnait dans la chambre. Le cœur s'était arrêté 30 minutes avant l'aube, mais le décès officiel ne fut constaté que 2 heures plus tard, après l'arrivée du médecin du duc et de l'évêque de Fontaine. Il ne restait plus qu'une enveloppe sur le lit. Tout ce qui constituait le visage de la reine Françoise de Valois avait disparu. Son visage était fondu, ses joues détruites, sa mâchoire absente. Il ne restait que des restes d'os irréguliers, une langue noire comme brûlée et des yeux vitreux qui n'avaient pas cligné des paupières depuis 9 jours. On tenta de laver le corps, mais la peau se détachait au moindre contact. Les religieuses chargées de la préparation refusèrent de toucher les restes. On fit alors appel au bourreau de Saint-Denis qui, selon une ancienne tradition, s'occupait de préparer les corps des criminels avant leur inhumation. Selon eux, le cadavre dégageait une odeur insupportable, si âcre qu'elle brûlait les yeux. Le document du héros, Louis de Troyes, daté du matin du 14 juin, stipule « L'embaumement est impossible. La décomposition est si avancée que les organes internes ont commencé à se décomposer de leur vivant. Le foie est une masse noire. Le cœur est fragmenté. Les poumons sont compressés et recouverts de mucus. Le cercueil ne tenait pas. Le pus s'écoulait des pores en décomposition. Le drap posé sur le visage était rapidement imbibé. Il fut alors décidé de mettre un masque de fer. Le corps n'a été exposé que pendant 2 heures. Les simples habitants n'étaient pas autorisés à s'approcher du cercueil. Les ambassadeurs de Naples et de Castille, venus faire leurs adieux, ont quitté la salle en toute hâte, se couvrant le nez avec des mouchoirs. L'un d'eux a déclaré par la suite « Ce que j'ai vu était un signe du châtiment divin. La France est empoisonnée par sa propre chair. » Au même moment, des négociations secrètes se déroulaient dans les salles voisines. Le prince Jean exigea d'être immédiatement proclamé régent auprès du vieux roi. Il fut soutenu
par le maréchal de ville et les évêques des provinces du Sud. La duchesse d'Anjou déclara que la mort de Françoise prouvait l'illégitimité de son mariage et, par conséquent, l'illégitimité de l'héritage de ses fils. La lutte pour le pouvoir commença. Les funérailles eurent lieu dans la nuit. Le cercueil fut recouvert de pois et le corps entouré de charbon afin de ralentir la décomposition. La messe de funérailles ne dura que 20 minutes. Sur les 28 prêtres prévus, seuls 9 se présentèrent. Les autres se déclarèrent malades. Le glas ne sonna pas pour elle. Une lettre écrite des années plus tard par la religieuse Janet dit « J'entends encore ses derniers souffles. Elle ne nous appelait pas vers elle, mais loin d'elle. Elle voulait que nous partions. Elle ne voulait pas être vue. Peut-être ne voulait-elle plus vivre, ou peut-être n'était-elle déjà plus en vie. Après sa mort, le roi vécut encore 3 mois. La ville fut remplie de rumeurs. L'une des versions était que Françoise avait été empoisonnée. On désigna le pharmacien Bonnet, qui avait disparu peu avant sa chute. Une autre version était qu'elle avait été victime d'une malédiction hérétique jetée par le biais d'une bague offerte par un prêtre du couvent. Dans les 2 cas, les coupables ont disparu ou ont été tués. À la suite de sa mort, la France a sombré dans une période de troubles brèves mais violentes. La lutte pour le pouvoir a donné lieu à des coups d'État, des exécutions et des excommunications publiques. L'ancien clergé a été accusé de protéger les impurs, les nouvelles forces de l'ordre, d'hérésie. Le peuple murmurait que la reine errait encore dans les souterrains du Louvre. C'est ainsi que s'acheva la vie d'une femme autrefois couronnée d'or blanc, morte dans la solitude, rongeant le peu qui restait de sa langue, dernier organe qui lui permettait encore d'implorer pitié.